Jacques Barthélémy, bonjour. Bonjour. Ouais. Merci beaucoup d'être encore une fois avec nous dans le cadre des entretiens de l'Académie. Ce n'est pas la première fois que tu es avec nous, on va continuer à se tutoyer. Bien sûr. Et donc là, l'actualité, elle est double. D'abord, cet excellent ouvrage que tu as co-rédigé avec M. Gilbert Sett, Réformer le droit du travail aux éditions Odile Jacob pour Terra Nova, qui est, comme chacun sait, un think tank progressiste, on va dire, plutôt à gauche, et en même temps tout à fait ouvert aux idées, etc. Le fait qu'il t'ait demandé à toi et à M. Gilbert Sett de proposer des réflexions sur la réforme du droit du travail, c'est quand même antérieur au rapport de M. Combrexel. C'est pas Légèrement ou concomitant? Non, c'est concomitant. C'est concomitant. Mais la raison pour laquelle on nous a demandé de faire ce rapport, oui, c'est parce que nous avions déjà fait un rapport il y a 7-8 ans sur le même thème, avec une ambition d'ailleurs plus large, pour le compte du Conseil d'analyse économique, c'est-à-dire du Premier ministre, qui à l'époque était François Fillon. Tout à fait. Voilà. Alors c'est du fait que, à la suite de l'échec de la négociation sur le dialogue social, le Premier ministre a dit il faut qu'on fasse quelque chose autour de ça. Donc l'idée serait finalement de réfléchir à partir des notes, des rapports qui ont été faits sur ce sujet. Et d'où la création de la commission Combrexel, dans laquelle il y a un certain nombre d'experts de qualité, dont notamment le professeur Paul-Henri Anton Mattei, doyen de la faculté de droit de Montpellier. Qui est un de tes associés, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Et alors, c'est un peu en parallèle avec cette initiative que Terra Nova a rebondi en disant ça serait bien qu'on reprenne avec Gilbert Sett et Jacques Barthélémy, parce que l'intérêt de notre production tient au fait que nous marions la science économique à la science juridique, et que deuxièmement, nous sommes tous les deux à la fois chercheurs et praticiens. Bien sûr. Voilà. Donc ça donne un plus. Voilà. Alors, est-ce que par rapport au rapport que tu avais fait il y a 7 ans pour François Fillon, à l'époque Premier ministre, et la version Terra Nova, donc un coup au centre droit, un coup au centre gauche, c'est sous toute réserve, et c'est moi qui les qualifie comme ça, enfin en gros c'est ça, est-ce qu'il y a des choses fondamentalement différentes? Alors, la commande était portée sur une ambition moindre. Sur ce coup-ci, voilà, ce coup-ci, parce que ce qui est au centre des débats aujourd'hui, c'est comment optimiser les normes en matière de droit du travail. C'est-à-dire les rapports entre la loi, l'accord collectif, le contrat de travail, pour faire court. Et ça, c'était une des parties de notre rapport initial. D'accord. Donc, il y avait deux autres parties. Ce qui était, la deuxième est réformer en profondeur l'arsenal judiciaire. Et le troisième, c'est réunifier le droit du travail et le droit de la sécurité sociale par le développement des garanties sociales. Alors, le deuxième point, on le retrouve chez Combrexel, plus ou moins. Tout à fait en annexe. L'essentiel, c'est la première partie. Et quant aux garanties sociales, je n'en parle que dans la conclusion. Voilà. D'accord. Mais donc, on a centré sur les normes parce que c'est ça qui est aujourd'hui au cœur des réflexions. Alors justement, on est au cœur de cette réflexion. Concrètement, pour que nos auditeurs, nos spectateurs puissent bien comprendre, ce qui est au cœur, donc, c'est les normes, la réforme des normes, etc. Concrètement, comment tu pourrais le dire en quelques mots? L'accroissement du volume du droit est la conséquence des progrès de l'humanité. On crée les droits fondamentaux de l'homme, etc. Donc, on peut toujours rêver qu'au nom de l'efficacité économique et même au nom de l'emploi, on puisse régresser, ça n'est pas possible. Par contre, on peut jouer sur la source de droit qui crée ce volume. Alors, il est évident qu'en France, on a fait le choix de maximiser le rôle de la loi, alors que dans d'autres pays, on a donné une place beaucoup plus importante au tissu conventionnel. Alors, c'est dans cette voie-là qu'aujourd'hui, les orientations se font, et sous cet angle-là, il n'y a pas, malgré des différences techniques assez profondes quelquefois, de différences fondamentales entre l'objectif du rapport Combrexel
de notre rapport et même de l'Institut Montaigne. Alors, pour traduire dans un langage un peu trivial, une démocratie, c'est une entité, un pays où il y a des lois. Sinon, c'est une dictature. Hein. Il n'y a que le chef qui a raison. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça, on comprend bien. Et en même temps, il y a deux façons d'instrumentaliser, entre guillemets, la loi. Soit la loi dit il faut se respecter, elle donne des limites et un cadre. Et ensuite, il y a deux options. Soit tout passe par la loi, soit tout passe par la négociation de gens adultes. Parce que le bon sens pratique, en dehors de toute option politique, etc., c'est dire, oui, les gens, dans la mesure où il y a des filets de protection, dans la mesure où il y a des limites à ne pas dépasser, le mieux, c'est effectivement que les gens discutent entre eux et, dans les cadres établis par la loi, trouvent des... Mais en France, ce n'est pas le cas. La liberté contractuelle est quand même une des libertés fondamentales issues de la Déclaration des droits de l'homme et des philosophes du siècle des Lumières. Oui. Donc, chaque fois que le législateur intervient au-delà des principes qui sont évidemment de sa compétence exclusive, d'abord parce que la Constitution lui en confie la responsabilité, c'est l'article 34. Dès l'instant où le législateur va au-delà, il porte atteinte à la liberté contractuelle. Or, un des arguments que nous développons pour construire le nouveau droit que nous proposons, c'est de dire que tout ce qui, dans la loi, n'est pas les principes, doit venir supplétif de l'accord collectif. De l'accord collectif et pas du contrat individuel, parce que dans l'accord collectif, l'équilibre des pouvoirs est susceptible d'exister, donc le contrat peut faire la loi des parties. Tandis que dans le contrat de travail, par définition, le déséquilibre est tel qu'il y a suspicion sur le consentement de la personne. Ouais. Et deuxièmement, l'accord collectif est certes un contrat, mais il est aussi normatif. Ouais. Il crée des normes, comme la loi. Donc, transférer une part de la responsabilité de la fonction protectrice de ce droit sur l'accord collectif est plutôt vertueux. Et vertueux d'abord parce que ça permet l'épanouissement de la liberté contractuelle, mais aussi parce que ça permet d'adapter les normes au contexte particulier de chaque branche, de chaque entreprise. Et chaque fois qu'on remplace une norme légale banalisée par une norme conventionnelle adaptée à un contexte, on crée de la valeur ajoutée, ça contribue à la compétitivité. Donc, laisser plus d'espace au droit conventionnel, ça permet de mieux concilier efficacité économique et protection du travail. Et donc, ça sert l'emploi. Justement, depuis maintenant 30 ans, 40 ans, on a beaucoup parlé de la décentralisation, avec un discours qui plaît bien aux Français d'ailleurs. Hein. Les centres de décision ne sont pas tous à Paris dans un ou deux arrondissements, c'est la région, le département, les associations d'agglomération, etc. Et donc une autonomie, un budget et la faculté pour chacun de décider dans un cadre défini. Alors comment se fait-il que pour ce qui est du droit du travail, qui est évidemment un sujet délicat, hein, c'est clair, mais comment se fait-il que cette idée de laisser au terrain la responsabilité dans un certain cadre, de discuter, de négocier, comment se fait-il? Moi, j'ai une interprétation que je vais te livrer. Je pense que, pour une large part, pas toujours, il y a peut-être la volonté de bien faire des politiques, mais il y a surtout de légiférer sur des slogans politiques, de légiférer, de faire entrer dans la loi des trucs, des idées qui permettent, droite-gauche, hein, je ne situe pas nécessairement, mais qui permettent aux politiques d'avoir plus de voix et d'améliorer leur score, etc. Moi, je crois quand même que même s'il y a une aspiration à la décentralisation, il y a quand même, la France est quand même très jacobine. Ouais. Et que l'idée que tout doit part d'en haut reste forte. Le premier qui a essayé d'y remédier, c'est Chaban-Delmas avec la nouvelle société. Ouais. Bon, et on voit bien que l'idée que la meilleure protection pour le travailleur, c'est un volume excessif de code du travail, est infondée. Parce qu'aujourd'hui, quel est l'universitaire le plus brillant qui peut prétendre et qui connaît plus de la moitié du code du travail? Je réponds très vite, aucun. Donc toi
Non, même pas, surtout pas. Et là, le problème de fond, il est là. Le droit du travail est protecteur ou il n'est pas. Or, dès l'instant où, pour de multiples raisons, et en particulier par le fait qu'on ne le connaît pas, il ne peut plus être protecteur. Donc, non seulement un volume excessif de dispositions légales est nuisible à l'efficacité économique et donc à l'emploi, mais en plus, il va à l'encontre de sa fonction protectrice. Voilà pourquoi, dans tous les pays d'Europe du Nord, l'essentiel de l'arsenal protecteur vient du statut collectif, des accords collectifs et non pas de la loi. La contre-performance du droit protecteur, du droit du travail protecteur, éclate aux yeux de façon patente quand on voit certaines affaires. Alors, je ne parlerai pas d'Air France, c'est de l'actualité, mais enfin, de manière générale, on voit bien que quand il y a des revendications, des problèmes, les institutions que représentent les syndicats, parfois donnent le sentiment, mais j'en parle sans connaître dans le détail, hein, on donne le sentiment de vouloir d'abord défendre une certaine idée du syndicalisme plutôt que l'intérêt de la société concernée où il y a des sujets, des problèmes. Mon co-auteur, Gilbert Sette, qui était un économiste, a écrit beaucoup sur cette question-là. Et si tu veux, l'un des reproches qu'il fait à notre société, c'est notamment que la floraison du nombre des syndicats fait que les salariés eux-mêmes pensent qu'ils défendent plus leurs intérêts propres que ceux des salariés. Alors, c'est évidemment subjectif, cette approche, mais le fait que ça résulte de sondages montre bien que... À l'inverse, aujourd'hui encore, beaucoup de salariés refusent de se syndiquer parce qu'ils ont peur d'être sanctionnés par l'employeur. Donc, les problèmes c'est ambigu. On reste encore dans une certaine logique de Zola, quoi. Oui, mais est-ce qu'on ne se mord pas la queue? Est-ce que c'est parce que les syndicats en France ont une certaine image que se syndiquer voudrait signifier une Il est clair que le syndicalisme français s'est construit dans une époque où la lutte des classes était fondamentale. Alors, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais aujourd'hui... les Allemands aussi. Aujourd'hui, il y a un changement profond, quand même. Je ne veux pas citer d'organisation plutôt qu'un autre, mais enfin, le panorama syndical n'est pas le même. Et donc, la question de fond est celle de savoir pourquoi, en France, la France est le pays où le nombre de syndiqués est le plus faible de tous les pays de l'OCDE. La réponse, elle est simple. C'est parce que le salarié n'a pas intérêt à être syndiqué. Et pourquoi il n'a pas intérêt à être syndiqué? Parce que l'essentiel de son statut vient de la loi. Si l'essentiel de son statut venait de la négociation collective, il y aurait plus de syndiqués. Mais en Allemagne, où il y a, paraît-il, 2-3 fois plus de syndiqués, peut-être plus, j'en sais rien, beaucoup plus que ça. Même. Beaucoup plus que ça. Est-ce que le principe que tu proposes, qui est la discussion sur le terrain entre les organisations syndicales et les organisations patronales, est-ce que c'est plutôt ça l'éclairage? Oui, mais parce qu'au lendemain de la guerre, et pour éviter de revenir à des moments d'horreur, on a construit un arsenal qui concrétise ce qu'on appelle le capitalisme rénant, dans lequel... Sinon la cogestion, mais à tout le moins des instruments ont été créés pour que l'intérêt de l'entreprise ne naisse pas simplement de l'intérêt de la collectivité des détenteurs de capital, mais aussi de la collectivité du travail. Et c'est pour cette raison, que le Betriebsrat, c'est-à-dire l'équivalent de notre comité d'entreprise, a, dans certains domaines, un pouvoir beaucoup plus grand que le nôtre. Par exemple, en matière de durée du travail, l'employeur ne peut pas décider seul. Ou il y a accord avec le Betriebsrat, ou il faut faire venir un arbitre. Le Betriebsrat c'est un espèce de conseil d'administration de la collectivité de travail. Et de ce fait, d'ailleurs, l'employeur n'en est pas membre, contrairement en France, où le comité est présidé par le comité par l'employeur. Très ambigu, d'ailleurs. C'est très ambigu. Surtout si on confère un pouvoir de négociation au comité d'entreprise, ce qui est possible, notamment depuis la loi. Eh bien oui, on négocie avec soi-même à ce moment-là. Donc il y a cette idée-là. Alors, l'architecture, elle est simple. Il faut permettre à l'accord collectif, quel qu'il soit, de pouvoir déroger à la loi, sauf pour les principes. Il faut permettre à l'accord d'entreprise de déroger à la convention de branche, sauf pour ce qu'on peut appeler l'ordre public professionnel. Par exemple, tout ce qui identifie la branche, classification par exemple, ou tout ce qui solidifie la collectivité de travail, par exemple les règles de mutualisation en matière de prévoyance ou de formation,
qui sont fondées sur la solidarité. Et au-delà, l'accord d'entreprise doit pouvoir déroger, mais dans des conditions qui sont matériellement définies par la convention de branche. Et dernier élément, il faut réduire la résistance du contrat de travail à l'évolution de l'accord collectif. Parce que si on met en place des normes adaptées à un objectif et à un contexte, mais que chaque salarié peut dire « moi je ne suis pas d'accord, donc vous ne pouvez pas modifier mon contrat », on n'arrive pas au résultat. Or c'est un des problèmes importants de la construction que tu retrouveras d'ailleurs dans les rapports aussi bien de Combruxelles que dans le nôtre. C'est un problème extrêmement délicat dans la mesure où la Cour de cassation a tendance à considérer que si on touche de manière substantielle les conditions de travail, il faut l'accord individuel de chaque salarié. Ce qui est un peu contre-productif. Voilà. Alors qu'en Allemagne, ce n'est pas le cas. Dès l'instant où la collectivité, par l'intermédiaire du Betriebsrat, a décidé, les contrats de travail suivent. Ça s'impose, bien sûr. Donc, alors, une dernière question. Les excellentes idées que tu proposes et dont on trouve, grosso modo, la tonalité chez M. Combruxelles, tu penses que ça va être mis en place dans 1 an? Fais attention au timing. Dans 3 ans ou jamais? Moi, je crois que ces idées-là, moi, ça fait très longtemps que je les prône. Bien sûr, oui. En tant que conseil d'entreprise, d'abord. Pendant un certain temps, elle faisait l'objet de manifestations d'hostilité. Des évolutions décisives ont été faites dans les mœurs. Ouais. Des organisations comme la CFDT sont très favorables à ça. FO, c'est plus ambigu. Mais dans le milieu patronal, l'idée qu'on décide seul et non pas par accord, ça disparaît très largement. Ouais. Donc ces évolutions-là se feront, quelle que soit la couleur du gouvernement après l'élection présidentielle, qu'elle soit de gauche ou de droite, là-bas en France, ces évolutions se feront parce que les esprits ont évolué aujourd'hui. Alors les modalités de mise en œuvre, c'est un autre débat, parce qu'on peut imaginer plusieurs scénarios. Mais en toute hypothèse, la réforme des normes pour permettre plus d'autonomie à l'accord collectif par rapport à la loi et de l'accord collectif par rapport à l'accord collectif de rang supérieur, ça se fera. Par contre, on n'arrivera pas à des résultats tangibles si on ne s'occupe que de ça. Il faut en même temps réformer en profondeur tout l'arsenal judiciaire. Ah ben oui. Il faut privilégier la prévention sur le curatif. Il faut privilégier la conciliation sur le jugement. Il faut introduire l'arbitrage dans le droit du travail. Tout ça est de nature à pacifier les relations et éviter que les patrons, et spécialement les patrons de PME, aient peur de prendre des décisions par peur d'un contentieux lourd et incertain. Voilà. Et c'est là que est important, fondamental même, qu'on associe dans la réflexion de fond cette question-là et la première. Je te fais remarquer simplement que Macron a tenté d'y apporter une réponse. J'allais le citer, exactement, oui. Bon, il n'est pas allé jusqu'au bout du raisonnement pour des multiples raisons, mais c'est bien. On sent bien qu'il y a plus qu'un frémissement dans cet ordre-là. L'employeur de PME est persuadé qu'il ne peut pas licencier, ce qui est faux. Même si est incertain la conséquence. De ce fait, il utilise abusivement le CDD avec des risques importants liés à la requalification. Ouais. Il est persuadé, le patron de PME, qu'on ne peut pas faire plus de 35 heures. C'est faux. Mais le fait qu'il le croit crée des stratégies, des comportements qui sont nuisibles à l'intérêt de l'entreprise. Quand on parle du carcan des 35 heures, ça n'a aucun sens. Puisque depuis la loi du 20 août 2008, j'en parlais en connaissance de cause, puisque j'ai contribué à sa confection avec Xavier Bertrand, on a renversé la hiérarchie des normes en matière de répartition et d'aménagement de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit commun, c'est l'accord d'entreprise. La convention de branche ne s'applique qu'à défaut. Et la réglementation, qu'en l'absence de tissu conventionnel, c'est ça le carcan. Mais l'important, c'est que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est vrai que les politiques agitent toujours cette idée, les 35 heures, on les supprime ou pas. Enfin voilà. Écoute, je suis ravi de savoir que dans 3 ans ou 5 ans, tes excellentes idées dont tu me parlais déjà il y a des dizaines d'années vont bientôt être mises en place. Ça veut dire que je serai encore là pour admirer ces évolutions. Merci Jacques. Tant pis. Merci de m'avoir invité.